Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur l'orientation. On est à quelques jours de Parcoursup et la fondation Alpha Omega qui lutte contre le décrochage scolaire s'intéresse de près à l'orientation. L'orientation, c'est une question qui est importante dans un parcours scolaire. Ça peut être à un moment charnière de risque de décrochage. C'est pourquoi nous avons décidé de faire un petit peu le tour de la question en cette veille de Parcoursup avec Frédéric Alexandre Bailly de l'ONICEP, directrice générale de l'ONICEP, Adeline Mongruet, directrice générale d'Entreprendre pour apprendre, Mathilde Salez, directrice de pôle pour Article 1, Souad Anegmar, chercheuse pour Article 1, et Catherine Ozon, directrice générale d'Énergie Jeune. Alors rapidement, pour situer un petit peu ces différentes organisations, l'ONICEP, je pense que tout le monde connaît, c'est la référence absolue du service public pour l'orientation depuis le collège jusqu'au post-bac et qui s'adresse à un grand nombre de publics avec des ressources de tout type, des ressources documentaires, des vidéos, des tests, des conseillers. Qui n'a pas connu à un moment donné de son parcours l'ONICEP. Pour ce qui est des associations qui sont présentes aujourd'hui, elles travaillent en complément de l'ONICEP sur la question de l'orientation. Je vais commencer par Catherine Ozon d'Énergie Jeune. Énergie Jeune est une association qui travaille sur la motivation des élèves, qui les aide à aimer apprendre, à apprendre. C'est tout un parcours qui se fait de la 6e à la 3e. Et en 3e, il y a une partie tournée vers la sensibilisation à l'orientation. Catherine, vous nous en parlerez tout à l'heure. Adeline Mongruet d'Entreprendre pour apprendre. Entreprendre pour apprendre, c'est l'art de faire découvrir l'esprit d'entreprise à des collégiens et à des lycéens à travers des mini-entreprises. Les enfants ou les jeunes adolescents travaillent sur des projets pendant un certain nombre de semaines, voire de mois, et par le jeu de rôle des métiers, apprennent à découvrir des métiers qu'ils ignoraient, ceux de l'entreprise. On en parlera plus précisément. Quant à Mathilde et Souad, pour Article 1 est une association qui est plus centrée sur le lycée. Là, on est effectivement à la veille de Parcoursup. Les terminales ont la possibilité, avec Article 1, de suivre des ateliers d'orientation, mais il y a aussi une plateforme qui s'appelle Inspire et qui permet aux lycéens de se renseigner sur des métiers, de discuter avec des étudiants, de se découvrir eux-mêmes d'une façon dont vous nous parlerez tout à l'heure. Alors, sans plus attendre, on va passer à la première partie de ce webinaire, c'est-à-dire une partie où on commence à réfléchir sur l'orientation. L'orientation, ça commence tôt. Le plus tôt le mieux. C'est pour ça qu'on va parler de comment, à quel âge ça doit commencer et comment on doit s'y prendre. Frédéric Alexandre Bailly, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de la manière dont l'éducation nationale et l'ONICEP accompagnent les jeunes dès le collège et comment les élèves sont sensibilisés en classe ou dans le cadre scolaire et quels outils leur sont rendus accessibles? Merci. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie d'intervenir dans ce séminaire avec ces très très belles associations qui sont accompagnées par la Fondation Alpha Omega, parce que je sais bien que malgré tout ce que je vais vous dire et tout ce qui est fait, sans le travail des associations au contact avec ceux qui en ont le plus besoin, nos informations malheureusement peuvent parfois rester bien au chaud dans les ouvrages ou sur le site. Et donc c'est vraiment important pour moi de pouvoir les amener jusqu'à vous pour que vous puissiez éventuellement les relayer. Quand vous posez la question, Samuel, à quel âge ça commence, j'ai envie de vous dire au jardin d'enfants. Mais après, on va dire que je suis obsédée par l'orientation. Pas complètement, parce qu'en fait, on sait très bien qu'il y a toute une série de sujets qui sont reliés à l'image de soi, qu'on construit très très jeune, et qui est
plus ou moins relayées ou contredites par les interactions qu'on peut avoir avec ses camarades dès l'école maternelle et par les enseignants. Alors, je donne juste un exemple qui est la question du genre et de son impact sur l'orientation. On a des expériences scientifiques qui montrent très clairement que les élèves se positionnent très rapidement en fonction de l'image qu'ils se font de leur propre genre, que l'image vient de la famille, vient de l'ensemble de la société, et que notamment le fait de se sentir autorisé à être bon ou pas dans certaines matières scientifiques, ça se construit très jeune. Je vous rappellerai pas la célèbre recherche sur le fait de montrer la même figure à deux classes. Dans une des deux classes, on dit que c'est des maths et les garçons réussissent mieux, et dans l'autre, on dit que c'est des filles et les filles réussissent. On dit que c'est du dessin et les filles réussissent mieux. Donc, la conception de l'orientation qui est portée par l'UNICEF, elle commence très tôt en termes de préparation des esprits pour ouvrir le plus possible le regard sur le plus de possible et pas sur une autocensure et une impression qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour nous. Mais ce préalable étant posé, on met à disposition des outils à partir du moment où existe ce qu'on appelle le parcours à venir. Le parcours à venir, c'est un parcours éducatif qui est ouvert de la 6e à la terminale. Alors, l'UNICEF travaille aussi sur l'enseignement supérieur, mais là, en l'occurrence, le parcours à venir s'arrête en terminale. Et on va mettre à disposition des élèves, des équipes éducatives et des familles toute une série d'informations qui permettent peu à peu de construire des projections un peu réalistes sur l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on met à disposition ? D'une part, on a un site qui s'appelle onicep.fr, qui est le site principal, sur lequel on va trouver des tests, ce qu'on appelle les tests d'intérêt, des informations sur les métiers, des informations sur les formations, et puis des dossiers thématiques sur toute une série de sujets, et un deuxième site sur lequel on peut aller ou qu'on peut trouver à partir du premier qui s'appelle oniceptv.fr, sur lequel il y a toute une série de films qui sont à la fois des films sur des métiers et des films sur des formations. Donc ça, je dirais, c'est l'information en tant que telle. Et cette information, on va la trouver aussi dans une série d'ouvrages qu'on publie, que les élèves peuvent trouver dans les CIO et dans les centres de documentation de leur établissement, ou qu'ils peuvent trouver sur la librairie en ligne de l'ONICEP, avec deux collections notamment, la collection Parcours, qui est faite pour les premiers regards sur les métiers à partir de la 4e et de la 3e, dans lequel, à partir d'un intérêt pour un métier ou un secteur d'activité, on va présenter des portraits de personnes qui exercent différents métiers dans le même secteur d'activité. Donc notre best-seller, par exemple, c'est les métiers auprès des animaux, et ça commence évidemment par le fameux soigneur de zoo qui intéresse tellement d'enfants qui regardent les émissions à la télé là-dessus aujourd'hui. Jusqu'aux vétérinaires ou aux chercheurs en sciences animales, et en passant par toute une série de métiers auxquels personne ne pense jamais, et qui sont illustrés par des exemples concrets de personnes qui exercent ces métiers, qui sont interviewées, et avec des petites informations sur c'est quoi le parcours d'études pour arriver à ce métier-là, est-ce que ça embauche, c'est quoi les niveaux de salaire et c'est quoi les déroulés de carrière. Donc ça, c'est la collection Parcours que j'invite assez fortement les associations à utiliser, parce que on peut en faire plein de choses d'un point de vue pédagogique, et surtout ça ouvre sur des tas d'emplois. Par exemple, si vous regardez les métiers du social, on en connaît 3-4 des métiers du social. Il y en a plein d'autres. C'est quand même très intéressant de les faire découvrir, de permettre aux élèves d'aller exposer une fiche qui les a intéressés pour partager avec la classe, etc. Ça, c'est les parcours. Et puis à côté de ça, on a des dossiers, et les dossiers, ce sont des dossiers qui présentent pour le coup les études supérieures. Donc on en a un qui s'appelle Objectif Sup, on en a un sur les écoles de commerce, un sur les écoles d'ingénieurs et un sur les classes préparatoires. Donc là, c'est quand même plus pour, à partir de la première et de la terminale, avoir vraiment toutes les informations sur la réalité des études et sur les procédures pour se faire accepter et pour y réussir.
Alors justement, pour rester sur nos collégiens, ceux qui justement commencent à se familiariser, qu'est-ce que vous conseillez, vous, comme démarche quand on est en train de réfléchir sur déjà l'entrée en seconde, où on va être amené très vite à choisir des options par la suite qui vont nous amener vers justement la terminale, où on va choisir une filière, un établissement de formation? Alors, on commence à parler orientation à partir du moment où il y a ce qu'on appelle les heures dédiées à l'orientation, où il y a 18 heures en quatrième, 36 heures en troisième. Et ce sont des moments dans lesquels, en général, les psychologues de l'éducation nationale viennent voir les élèves en classe, en collectif, et regardent avec eux vers quoi ils commencent à s'orienter. Donc là, la question en quatrième, troisième, c'est une question historique en France sur l'orientation, qui est voie générale et technologique d'un côté ou voie professionnelle de l'autre. Et là, on est très très vite face à des questions très liées à la catégorie socio-professionnelle des parents, puisqu'il y a une corrélation très forte entre le fait d'appartenir à une catégorie socio-professionnelle assez défavorisée et éloignée de l'école, et le fait d'être orienté plus généralement en voie professionnelle. Et donc là, les outils qu'on propose, c'est vraiment des outils de connaissance de soi et de réflexion sur un large éventail de métiers, et sur le fait de réfléchir à l'état de maturité du jeune par rapport au type de formation qu'on lui présente. La première chose, c'est d'expliquer exactement qu'est-ce que c'est que la voie professionnelle, qu'est-ce que c'est que la voie générale, qu'est-ce que c'est que la voie technologique, quelles sont les différences d'un point de vue pédagogique, et quels sont les parcours possibles une fois qu'on a fait un choix plutôt qu'un autre, et les passerelles entre les différents secteurs. Donc ça, c'est des choses qui doivent se faire avec les profs principaux et avec les psychologues de l'éducation nationale, avec un vrai souci de faire le lien qui est fait assez automatiquement entre le fait de ne pas avoir des notes excellentes et le fait de menacer d'aller vers la voie professionnelle. Je parle comme ça parce que c'est malheureusement souvent présenté. Or, là, par rapport à ça, on a des outils pédagogiques. Et ça, c'est les deuxièmes éléments, parce que je vous disais, on a des outils d'information sur les métiers et les formations, mais on a toute une série d'éléments pour accompagner les démarches avec des outils pédagogiques mis à disposition des enseignants. Donc, si vous allez sur le site, il y a des sites spécialisés pour les enseignants, mais si vous allez sur le site donicep.fr, il y a l'onglet équipe éducative où il y a toute une série d'outils pédagogiques pour aider les élèves. Par exemple, dans certaines régions, vous avez des salons des métiers dans lesquels c'est extrêmement intéressant de faire préparer aux élèves, et on a des fiches pour leur faire préparer la visite d'un salon, et de leur faire découvrir toute une série de métiers et discuter avec des gens qui les exercent pour comprendre comment ils en sont arrivés là, pour qu'il y ait un vrai travail autour de moi j'ai envie d'aller vers ça. Pour aller vers ça, ça implique de passer par tel chemin ou tel autre chemin. Et donc il y a aussi là une connaissance à avoir. On a un outil qui s'appelle le PIF, qui s'appelle Principaux itinéraires de formation. C'est pas un nom gadget, mais qu'on retrouve dans toutes les publications et qui montre qu'il y a des chemins différents pour aller vers des secteurs comparables et vers des progressions de carrière comparables, en prenant en compte aussi l'idée très importante qu'il existe beaucoup de formations continues et qu'on se forme tout au long de sa vie et qu'on peut même revenir parfois par la VAE ou par des reprises d'études pour faire des poursuites d'études, et que quand on fait un choix à un moment donné, ça ouvre plein de possibilités et pas un seul chemin. Alors donc, justement, si vous me permettez, je voudrais avoir le point de vue de Catherine Ozon sur justement la façon dont on construit un petit peu un parcours, de la façon dont dans l'état d'esprit, en fait, qui est une manière d'approcher en fait comme on pourrait dire, la posture de l'adolescent vis-à-vis de l'orientation, fixer des buts, y aller par étapes, qui est finalement ce que vous, Madame Alexandre Bailly, vous décrivez à travers justement ces parcours. J'aimerais bien effectivement voir un peu avec Énergie Jeune comment vous procédez et comment vous arrivez à les sensibiliser. Oui, alors je vais essayer de présenter ça de façon concrète, mais je vais commencer peut-être par rappeler que Énergie Jeune intervient principalement auprès d'élèves en situation dite défavorisée. Donc, nous, on va plutôt intervenir alors dans les réseaux d'éducation prioritaire, certes, mais on va dire plus globalement
QPV, tout ce qui est cité éducative, donc les banlieues pour schématiser un petit peu, mais aussi les territoires ruraux qui, à leur façon, font face à une certaine inégalité scolaire. Donc, on intervient auprès d'élèves considérés comme défavorisés ou isolés. Donc déjà, ça, c'est un petit peu différent. La mission d'Énergie Jeune, ça n'est pas l'orientation, pas du tout même au départ, et pourtant, ça n'est peut-être finalement que ça. Je caricature un peu, mais nous, notre credo, c'est de dire avec Énergie Jeune, on va tous aimer apprendre. Et finalement, quand on demande à un élève de se projeter dans son parcours d'avenir, bah, on lui demande de réfléchir à comment il va apprendre un certain nombre de choses et cet apprentissage va le diriger vers le métier qu'il souhaite faire. Et la difficulté que nous, non pas que l'on rencontre, mais en tout cas que l'on observe auprès de ces élèves de collège, hein, donc de la 6e à la 3e, c'est que pour pouvoir accéder à tous ces outils de l'ONICEP qui sont nombreux, et moi je suis allée les regarder, il y en a beaucoup, il y en a vraiment pour tous les goûts, sauf qu'il faut se sentir d'y aller, il faut avoir la motivation et il faut croire dans le fait qu'on a un parcours d'avenir. Il faut réussir à se projeter. Et je trouve que ça, c'est extrêmement difficile pour nos élèves en collège qui sont souvent un petit peu perdus déjà par rapport à eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup sur la confiance en soi, mais aussi sur le fait des compétences clés qui sont nécessaires à un bon apprentissage. C'est pour ça qu'on parle d'abord de aimer apprendre. Si on arrive à faire passer le message à un élève que l'effort que demande l'apprentissage, il existe et il est normal, mais que finalement, en constatant les progrès qu'on peut faire, ben, on se rend compte qu'on apprend et ça, c'est génial, c'est gratifiant. Et si on peut apprendre, on peut tout apprendre. Et donc, ben, à partir du moment où on va réussir à se fixer un objectif, c'est qu'on croit dans le fait qu'on peut y arriver, on va pouvoir progresser. Et c'est en cela que Énergie Jeune, je dirais, ne fait finalement peut-être que de l'orientation sans pour autant être positionné du tout dans l'orientation. Alors, donc voilà, déjà ça, c'est très important de aimer apprendre, se dire qu'il faut de l'autodiscipline, il faut de la persévérance, qu'une fois qu'on a ça, on constate ses progrès, hein, ça, il faut encore réussir à constater ça. Donc, nous, par exemple, d'une intervention à l'autre, on en fait 3 par année de collège, on fixe des défis, chaque élève se fixe un défi personnel et on fait le point la fois d'après. Ce sont des petits défis hein, sur faire ses devoirs tous les jours, se coucher à la même heure, demander de l'aide, participer au moins une fois dans chaque cours. Enfin, ça paraît des petites choses, mais grâce à ces petites choses, ces petits comportements qui vont évoluer, l'élève va progresser, se voir progresser va reprendre confiance en lui. Et là, on va réussir à sortir un petit peu, malheureusement, des stéréotypes, du fatalisme social. Et les élèves qui ont un peu plus confiance en eux vont être plus ambitieux sur leur orientation pour la suite. Mais avant tout ça, il faut vraiment dire, voilà, apprendre, c'est pas facile, c'est normal. On n'y arrive pas tout le temps, c'est normal. Et on remet, on s'entraîne et on progresse. Et tout ça, ça va avancer doucement. Chacun à son rythme. Ça, je crois que c'est peut-être aussi un peu le problème de parfois ce qui se passe dans les classes. Hein. Mais voilà, donc ça c'est vraiment le cœur du réacteur de ce que fait Énergie Jeune. Alors, il est vrai aussi qu'on a une intervention qui est en 3e, qui bien sûr parle du stage, de comment on peut se comporter pour profiter au mieux de tout ce qu'on peut apprendre pendant son stage de 3e, etc. Donc là, on a effectivement une intervention qui est un peu plus sur l'orientation. Et surtout, là aussi, alors on est sur les fameuses compétences transverses, compétences du 21e siècle, compétences d'orientation. Je sais que l'ONICEP travaille beaucoup là-dessus et ça, c'est hyper important. Cette idée que on ne prend pas une décision et une seule pour la vie et qu'il ne faut surtout pas qu'on se trompe dans l'orientation et le choix qu'on va faire parce qu'une fois qu'on a décidé un truc, ça y est, c'est foutu. Alors là, déjà, ils ont du mal à se projeter dans l'avenir, mais en plus, quand ils se projettent dans l'avenir, on leur demande de faire un choix définitif pour toujours. En tout cas, nous, on sait que ce n'est pas ce qu'on leur demande, mais c'est comme ça qu'ils peuvent le vivre. Donc nous, sur nos épisodes de 3e, on intervient beaucoup. Alors, on n'utilise pas le mot de parcours, mais on utilise le mot de chemin.
Et on sait scientifiquement, il y a eu un certain nombre de recherches pour dire que les jeunes, ils arrivent bien à conceptualiser ce que c'est que le chemin, ça leur parle. Donc de ce chemin avec énormément de ramifications, de carrefours, de ronds-points, de tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, c'est un chemin qui peut prendre des directions très, très variables. Et on les fait beaucoup s'exprimer sur la notion de il peut se passer des tas de choses. On ne sait pas vraiment aujourd'hui ce qu'on fera demain, mais ce qu'il faut, c'est savoir prendre les bons tournants, avoir les bonnes questions au moment où il y a une bifurcation qui se présente. Pourquoi je prends plutôt le chemin qui monte plutôt que celui qui descend, et ainsi de suite. Et voilà, donc nous, c'est la petite graine qu'on apporte sur l'orientation, c'est vraiment de faire en sorte que, une fois que les élèves ont aimé apprendre et compris comment l'apprentissage demande de l'effort et comment il apporte des résultats et du progrès, savoir voir ça, de dire soyez prêts à réagir face à la fois aux difficultés mais à l'imprévu, et commencez à réfléchir à ce que vous voulez être, mais n'ayez pas peur, vous aurez le droit de changer, et surtout gardez l'esprit très ouvert, et c'est là qu'on peut les envoyer justement faire des recherches sur tous les outils à ce moment-là seulement que l'ONICEP par exemple peut proposer. Gardez l'esprit ouvert, ne vous limitez pas, intéressez-vous à tout et soyez conscient des compétences nécessaires à chacun de ces différents types de métiers. Voilà, justement, voilà, la transition me paraît toute trouvée pour parler justement des métiers, découvrir un petit peu en se mettant dans la peau de tel ou tel métier, comment on le vit de l'intérieur, et c'est ce que Adeline va nous expliquer avec Entreprendre pour apprendre. Justement, comment ça se passe, les mini-entreprises, le jeu de rôle des métiers? Écoutez, je suis ravie parce que je suis ravie de voir à quel point on peut agir tous en complémentarité, et je pense que c'est une réponse intéressante à la complexité que vivent les jeunes qui s'interrogent à ce moment-là. Donc nous, on met en place un dispositif pédagogique qui s'appelle la mini-entreprise, qui est un parcours collectif. Donc pour le coup, c'est apporter une approche collective à des questionnements qui ensuite vont devenir individuels. Et on met les jeunes en situation de création d'une mini-entreprise. Donc, ils ont un encadrant, et puis pendant toute l'année scolaire, ils vont partir d'une feuille blanche, trouver une idée tous ensemble, utiliser les techniques de créativité, l'assertivité, l'intelligence collective. Ils vont ensuite définir leur projet, émettre des avances remboursables pour avoir un petit capital de départ, réaliser intégralement le projet, le commercialiser et en faire la promotion lors d'événements qui sont organisés par nos associations régionales, puisque c'est ainsi qu'est déployé le projet sur tout le territoire. C'est un projet qui dure du coup tout au long de l'année à récurrence d'une fois par semaine, et qui permet vraiment d'emmener les jeunes calmement et en confiance dans un projet qui commence à rapprocher l'école et l'entreprise. La particularité de nos dispositifs, c'est qu'en plus de leur encadrant qui est là au quotidien, ils ont le soutien d'un mentor qui est donc soit dirigeant d'entreprise, soit cadre dirigeant d'une entreprise publique ou privée qui est partenaire d'Entreprendre pour apprendre. Et ça leur permet un petit peu, sans s'en rendre compte, de manière tout à fait progressive, de découvrir des métiers, de développer évidemment des compétences, de voir comment fonctionne une entreprise, de rencontrer des gens qui vivent en entreprise, puisque dans toutes les phases de la mini-entreprise, ils vont vraiment vivre des situations tout à fait réelles. On leur fait passer des entretiens de recrutement pour le poste qu'ils ont envie de tenir dans le projet, avec des partenaires qui recrutent à l'échelle nationale, des dizaines de milliers de collaborateurs toute l'année. Donc, ils passent un vrai petit entretien. Et donc, on désacralise un peu tous ces moments qui sont, pour le coup, parfois un peu plus angoissant, exactement, quand en plus on n'a pas un écosystème dans lequel on a l'habitude de parler de ça, parce qu'on l'a évoqué. En effet, il y a une disparité très forte dans l'orientation entre des jeunes qui, dans leur cadre social et familial, entendent toute la journée parler des métiers, des différentes carrières, et ceux qui ne connaissent l'entreprise qu'à travers ce qu'ils peuvent voir potentiellement dans les médias. Et donc, c'est vrai que le côté expérientiel, pour nous, il permet de lever pas mal de sujets qui ont été évoqués depuis le début de cette conversation, vraiment le phénomène d'autocensure, de comprendre en quoi les apports académiques, ils servent
ensuite une utilisation pratique, parce que c'est pas si simple de savoir à quoi servent les mathématiques, le français, etc. Et donc c'est vrai que c'est vraiment une manière de les mettre en action et de peut-être dédiaboliser ce moment de la décision. On leur dit aussi beaucoup peut-être que le métier que tu vas faire, on ne le connaît pas encore, mais regarde, tu es parti d'une feuille blanche avec des gens que tu connaissais pas, comme quand tu arrives dans une entreprise et tu t'en es super bien sorti. Et donc, c'est ce sentiment-là qu'il va falloir faire perdurer au fil des années. Et c'est aussi dans ce cadre-là qu'on a adapté le projet de mini-entreprise aux enjeux du stage de troisième avec la crise sanitaire et notamment en lien avec l'ONICEP qui avait fait un petit guide sur les solutions alternatives quand les jeunes pouvaient plus aller en entreprise. Et donc c'est vraiment cet enjeu-là de rendre toute cette réflexion très concrète et expérientielle avec de la pédagogie active. Si je peux juste, Samuel, faire le lien avec ce qui vient d'être dit, il y a une notion de collectif, je trouve, qui est très importante, à la fois dans ce que Entreprendre pour apprendre fait, mais aussi dans ce que nous on fait. On sait, en tout cas pour le collège, je sais qu'Entreprendre pour apprendre n'est pas que au collège, vous faites aussi le lycée. En tout cas, au collège, on est vraiment dans une phase où le groupe peut avoir à la fois un effet très négatif, malheureusement, mais également un effet extrêmement positif pour mettre en place de nouvelles règles et rendre possible un certain nombre de choses. Et je trouve que d'intervenir en collectif, de faire parler les élèves sur leurs ambitions individuelles, mais tous ensemble, ça peut justement lever tous ces freins qui sont liés à l'autocensure et mettre en place de nouvelles normes qui peuvent être extrêmement intéressantes et qui peuvent donner l'idée d'aller consulter tel ou tel support. Et puis la deuxième chose, c'est vraiment incarner le possible. Donc nous, on a des binômes d'intervenants qui viennent aussi de l'entreprise, mais qui sont aussi des volontaires du service civique. Donc on a des actifs, des gens qui connaissent bien le monde du travail et d'autres qui sont des jeunes en train de se poser des questions aussi et d'incarner tout cela, de montrer que c'est possible et qu'il y a plein de parcours différents. Je crois que ça, c'est très important aussi. Tu parles de concrétisation. Moi, je dis incarner, c'est quelque chose de fort dans ce que les associations arrivent à mettre en place, en plus de toute la littérature métier, bien sûr, qui est nécessaire. Alors, on va voir un petit peu, merci Adeline, on va voir un petit peu comment ça se passe au lycée, justement, parce que les choses se précisent, ça devient sérieux, et puis là, on vous rappelle qu'on est à quelques jours de Parcoursup, donc évidemment, c'est un moment clé qui est l'aboutissement de quelques années de réflexion. Frédéric, j'aimerais savoir un petit peu ce que vous recommandez pour les lycéens comme méthodologie à suivre, qui intervient un petit peu sur le temps pour accompagner les jeunes dans leur démarche jusqu'à Parcoursup, et comment on peut appréhender aussi la grande richesse des ressources qui leur sont proposées. C'est vrai que c'est bien d'être on va dire, d'avoir plein de ressources pour être informé, mais derrière, il faut savoir quoi en faire ou arriver à en faire quelque chose. Je crois que vous avez le micro qui est... Voilà. Merci, j'y pensé juste à temps. Oui, alors, on est tous fébriles parce que on ouvre Parcoursup le 20, et donc tout le monde se prépare, etc. Il faut raison garder, il faut se préparer pour que les moments passés sur Parcoursup soient des moments tranquilles et pas si anxiogènes que ça. Alors comment on peut faire ? C'est facile à dire, mais il y a des façons de se mettre à réfléchir progressivement, et par rapport à ça, la réforme du lycée oblige à se poser dès la seconde et à faire des choix. Que ce soit quand on est en lycée professionnel, à faire un choix d'une première parmi les familles de métiers dans lesquelles on est, ou que ce soit au lycée général et technologique, à choisir entre la voie technologique ou la voie générale, et au sein de la voie générale, choisir ces 3 enseignements de spécialité. Et là, forcément, quand on fait les choix, on se repose toutes les questions. C'est-à-dire qu'on se dit, en fait, comment j'aime apprendre ?
qu'est-ce qui me correspond comme type de pédagogie, quelles sont les matières où j'ai vraiment beaucoup de plaisir et que donc je ne veux pas abandonner, quelles sont les matières que j'aime vraiment pas et que je ne veux plus jamais voir en peinture. Il faut se mettre à la place d'un jeune de 15 ans et on sait à quel point ça peut exister. Et du coup, comment est-ce que je vais me faire un menu qui va être le bon équilibre entre les différents possibles que j'imagine pour ma vie d'adulte, ce que je commence à comprendre de ce qu'il est nécessaire de pouvoir maîtriser comme compétences pour aller vers tel secteur et vers telles études, et ce que j'ai envie de faire au quotidien, tous les jours, et ce qui m'est possible aussi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a à côté de chez moi, est-ce que je suis prêt à être interne, par exemple, pour suivre vraiment tel choix, est-ce que ma famille est d'accord, est-ce que ça me plaira, est-ce que j'y ai droit, est-ce qu'il y a des transports qui me permettent d'aller jusqu'au lycée, enfin toutes ces questions qui sont très concrètes. Et donc, je dirais qu'on met les lycéens, dès la seconde, en situation de faire les premiers choix. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour aider les lycéens à faire ça? D'abord là, à partir du lycée, les heures dédiées à l'orientation, elles sont plus importantes. Il y a 54 heures au lycée général et technologique et une centaine d'heures sur les projets personnels pour les lycéens professionnels. Donc le premier recours, je dirais, c'est tout ce que l'établissement met à la disposition des élèves. Ça peut être les forums, ça peut être les régions qui mettent des bus à disposition des élèves pour qu'ils puissent aller visiter les salons, et de plus en plus on emmène dès la seconde les jeunes dans les salons, où ils peuvent y aller aussi le week-end quand ils habitent pas trop loin des endroits où il y a les salons. Il y a maintenant des salons virtuels qui ont été créés depuis la crise sanitaire. Il y a des journées portes ouvertes. On a une carte interactive sur le site de l'ONICEP et sur le site terminal des journées portes ouvertes, et c'est très important. Alors c'est pareil, elles ont été traduites en virtuel pour les moments où c'est fermé, mais c'est très important d'aller voir, est-ce que je me sentirais bien dans cet endroit-là ou pas, est-ce que ça m'attire, et puis de discuter avec des gens. Tiens, toi t'es élève là, c'est comment, est-ce que c'est comme on m'a dit, ou est-ce que c'est autrement, et je peux te poser des questions en direct, de rencontrer aussi les équipes d'enseignants. On a maintenant une opération depuis l'année dernière qui s'appelle le Printemps de l'orientation, qui est dédiée aux secondes et aux premières, avec justement des échanges entre élèves de première qui viennent répondre aux questions des élèves de seconde, et puis étudiants qui viennent répondre aux questions des élèves de première et de seconde, et puis un rapport avec les entreprises pour pouvoir aussi aller voir, tiens, tel métier, etc. Des heures à passer à l'université pour suivre un cours et voir si ça va vraiment nous plaire de faire une licence de géographie, ou si on va préférer aller en BTS, et on a aussi la possibilité d'aller voir et discuter avec des élèves et des étudiants. Donc, il y a tous ces outils-là qui sont mis à disposition des jeunes. Et puis, on a des sites dédiés. Alors, il y a un site qui s'appelle Horizon 21e siècle, Horizon 21E, qui permet de jouer, en fait, de faire des simulations de combinaisons d'enseignement de spécialité pour voir ce que ça ouvre comme univers de formation, et derrière comme univers de métier. Ça permet de se projeter, et derrière, on a des outils pédagogiques, soit utilisés en autonomie pour regarder ce qu'on fait des réponses d'Horizon 21, soit à faire en classe et à discuter avec les copains. On a un site qui s'appelle Seconde Première, qui change chaque année, donc cette année il s'appelle 2021-2022. On a un site après qui s'appelle Terminal 2021-2022, sur lequel il y a tout le parcours à suivre, c'est-à-dire comment je travaille sur mes intérêts, donc me connaître moi-même, comment je travaille sur la découverte des métiers, comment je travaille sur la découverte des formations, comment je prépare mes candidatures, quelles sont les démarches à suivre dans tous les cas. Donc ça aide aussi pas mal à travailler. Et puis, il y a la possibilité de prendre rendez-vous avec le psychologue de l'éducation nationale quand on a besoin d'avoir un rendez-vous en particulier parce que on est un peu perdu, qu'on ne sait pas comment faire. Et on a également un service qui s'appelle Mon Orientation en ligne, qui permet soit d'envoyer un mail, soit de chatter, soit de téléphoner à un conseiller qui va répondre à vos questions et qui va vous aider à baisser justement l'ampleur de l'angoisse et les questions, pour pouvoir savoir par où commencer quand on se sent un petit peu perdu et qu'on a l'impression qu'on n'ose pas parler à son prof principal, ou qu'on ne s'entend pas bien avec lui, ce qui arrive aussi, et qu'on ne sait pas trop à qui en parler, surtout quand on a des parents qui comprennent rien à la réforme du lycée parce que ils s'y sont pas intéressés, qui sont très éloignés de l'école et qui comprennent pas comment ça fonctionne, ou qui veulent absolument qu'on fasse une classe préparatoire quand on n'en a pas du tout envie. Et donc le jeune, il a besoin d'avoir accès à d'autres types de discussions. Alors il y a Inspire aussi, où il peut avoir
accès à voilà, justement. des... Est-ce que Mathilde Salès et Souad Anegmar veulent nous parler un petit peu justement de la plateforme Inspire, de la démarche d'article 1 qui est centré sur le lycée. Est-ce que comment ça se passe, Mathilde? Je vous donne la parole en premier et puis ensuite ce sera Souad. Oui, on intervient à deux, voilà, parce qu'on a des équipes de recherche qui font des zooms un petit peu sur nos programmes, donc voilà, on s'est organisé comme ça. Et Frédéric, je vous laisserai la parole si vous souhaitez rebondir, bien sûr. Alors, nous, voilà, évidemment, on intervient sur le moment clé de l'aide au choix, et un peu comme ce que tout le monde a dit autour de la visio, on essaye d'être un peu anxiolytique. Sans créer de dépendance. L'idée, c'est que entre le jardin d'enfants et ce moment où il faut aller sur Parcoursup, il s'est passé plein de choses, mais il y a quand même le moment où il faut prendre sa décision. Et on essaye, c'est intéressant d'intervenir en fin de tour de visio parce qu'on se rend compte que même si on intervient à un moment complètement différent, il y a des gros points communs quand même, alors que nos actions sont assez différentes. Et là, il y en a deux, moi, qui me sautent aux yeux en vous écoutant toutes et tous. C'est d'abord l'égalité des chances. Alors nous, c'est notre mission chez Article 1, le titre vient de là, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, mais c'est un discours en fait que j'entends aussi chez les autres associations, évidemment. Et la première logique qu'on a sur l'orientation, c'est de se dire, on va aller chercher ceux qui en ont le plus besoin et effectivement promouvoir un certain nombre de services, dont les services de l'ONICEF, nos services, les services d'autres associations. Voilà. L'idée, c'est pas d'être clivant, c'est de rendre les services accessibles. Et le deuxième parti pris qu'on a en commun, je pense, et nous en particulier sur Inspire, c'est l'empouvoirment. La mini-entreprise ou les actions de mobilisation chez les collégiens, je trouve voilà, il y a cette vocation de donner confiance en soi et d'aider les gens à prendre en main leurs projets. Nous, on le fait sur Inspire avec une logique d'inspiration par les pairs. Le nom du programme Inspire ne vient pas de la respiration, il vient vraiment de l'idée de... On me l'a vraiment dit. Ça vient vraiment de l'idée d'aller... prendre des références, on appelle ça des rôles modèles de manière un peu administrative, mais en fait, avoir des idées d'orientation à travers des parcours d'étudiants. Et donc, ce programme a deux volets pour justement connaître d'autres étudiants. Il y a un volet digital, donc c'est un site inspireorientation.org, sur lequel on a à peu près 140 000 inscrits chaque année, ce qui est donc pas mal sur la population des 2 millions de lycéens. L'idée, c'est que le lycéen peut remplir un questionnaire avec ses performances scolaires, ses appétences, pareil, ses matières détestées, les choses au contraire qui l'interpellent. Et on va lui proposer un certain nombre de filières. Et surtout, dans ces filières, il va pouvoir contacter un étudiant qui est justement actuellement sur ce cursus. Ce qui est intéressant, c'est que là aussi, la logique, c'est d'avoir quelque chose qui ne soit pas intimidant. Et donc, à un conseiller d'orientation, on demanderait peut-être quels sont les débouchés professionnels, mais à un élève étudiant qui a 2 ans de plus que soi, on va dire est-ce qu'en prépa, c'est facile d'avoir une vie sociale, par exemple, et de se faire des copains. Voilà, je prends cet exemple-là, mais on a quand même énormément de questions qui tournent autour de la vie matérielle et de la vie sociale, et qui aident évidemment à prendre des décisions. Donc ça, c'est le volet digital. Et puis, dans une logique d'égalité des chances, on intervient aussi en présentiel, en partenariat avec l'éducation nationale. Donc, on est dans une trentaine d'académies. Et l'idée, c'est de faire des ateliers de sensibilisation sur le supérieur, où on donne des informations qui sont des informations à disposition ailleurs. Mais là aussi, la plus-value, ça va être d'apporter un témoignage d'étudiants. Les étudiants adorent parce qu'ils aiment bien, on aime bien parler de sa filière quand ça s'est bien passé. On aime bien raconter aussi ses doutes et comment on les a surpassés. Et donc, ça permet d'avoir des interventions comme ça, un peu mobilisatrices en lycée. Et on a à peu près 30 000 jeunes qui sont vus chaque année dans les filières générales et technologiques et un peu moins professionnelles. Alors justement, Souad, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu plus des effets d'une mauvaise orientation quand on vient d'un milieu modeste? C'était ce que je disais un petit peu en introduction. Pour nous, l'orientation est un moment charnière de risque de décrochage. Quelqu'un qui est mal orienté quand il vient d'un milieu modeste, ça a des conséquences qui ne sont pas tout à fait les mêmes que pour quelqu'un qui est d'un milieu plus aisé. Les conséquences sont un peu différentes.
Bon, qu'est-ce que soit vous pouvez nous en dire, hein? Eh bien, moi, je vais vous expliquer un petit peu la démarche de recherche qui est associée au programme et qui vise justement à évaluer un peu mieux l'impact que l'on a auprès des jeunes issus de milieux modestes. Donc, il faut savoir que depuis plusieurs années, les équipes de recherche d'Article 1 mesurent les impacts des différents programmes. Et pour le programme Inspire, on a réalisé près de 10 enquêtes quantitatives et qualitatives. En termes de résultats, ce qu'on remarque de manière assez constante, c'est une satisfaction forte des lycéens, puisque lorsqu'on les interroge, 9 élèves sur 10 recommandent Inspire à leurs camarades. Et on observe également une ouverture du champ des possibles, car pour un utilisateur sur 2, la plateforme a fait découvrir des formations non connues avant l'inscription sur Inspire. Donc le programme permet d'augmenter donc les connaissances sur l'enseignement supérieur, mais aussi de développer la motivation et la confiance en son projet professionnel. Ces impacts positifs, on remarque qu'ils sont maximisés lorsque les élèves ont bénéficié d'ateliers en classe. Et on retrouve d'ailleurs ces résultats de manière beaucoup plus marquée chez les élèves issus de milieux modestes. Donc en somme, quand on reprend un peu l'ensemble des résultats de recherche, on va repérer que l'inspiration par les étudiants éclaireurs, qui sont donc des modèles de réussite qui leur ressemblent, c'est vraiment la solution, une des solutions qui est particulièrement adaptée pour lever l'autocensure des élèves issus de milieux modestes. Ouais, on revient un petit peu effectivement à cette question de l'autocensure et puis aussi du fait de rencontrer des gens, les effets réels, l'ouverture, effectivement. Écoutez, ce que je pense, c'est que on peut aussi se poser la question. On a fait le tour d'un certain nombre de démarches autour de l'ONICEP. Maintenant, je voudrais vous inviter les unes et les autres à prendre la parole dans une logique un peu de prospective, voir un petit peu comment ça va évoluer tout ça. L'orientation, on n'en fait jamais assez finalement. La sensibilisation, le faire de façon précoce et de le faire de façon très suivie avec différents dispositifs. Je voudrais qu'Adeline nous parle un petit peu de comment elle voit justement les choses évoluer pour la suite. Alors, comment les choses évoluent, c'est plus que jamais difficile de se projeter dans l'avenir. En tout cas, ce que je peux voir, c'est qu'il y a une vraie progression, une vraie envie de faire ensemble. Et à mon avis, c'est ça l'axe majeur entre les associations, les pouvoirs publics, les acteurs de l'éducation nationale qui œuvrent sur cette question au quotidien. Je pense que la complémentarité, elle est évidente et on sent qu'on est tous au service d'une même cause et d'un même souhait. À mon avis, il y a déjà tellement d'outils qui existent que je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille sur le maillage, sur la manière dont on peut proposer les meilleures choses aux jeunes de manière pas tellement cloisonnée. C'est sûr que pour nous, les associations, c'est vraiment hyper important d'avoir un acteur public qui nous reconnaît et qui, entre guillemets, nous introduit, parce qu'il ne faut pas qu'on soit perçu comme quelque chose qui vient en plus de la mission de l'école, qui est déjà extrêmement ambitieuse aujourd'hui et encore plus quand on est avec des jeunes en difficulté. Donc, c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on agisse dans ce sens-là. Si je reprends l'exemple du stage de troisième, c'est vrai qu'il a été ouvert à beaucoup plus de structures parce que il y avait cette crise sanitaire et qu'aujourd'hui, j'ai déjà entendu, on va revenir un peu en arrière parce que sinon les entreprises vont se désengager de l'obligation de recevoir des jeunes. Je ne sais pas si on ne peut pas imaginer des modèles où les entreprises ne se désengagent pas et reçoivent des jeunes dans leurs locaux, mais où néanmoins, quand il y a des jeunes qui n'ont pas d'entreprise, n'ont pas le réseau, sont isolés parce qu'ils sont en ruralité et qui du coup vont faire un stage ou pas faire de stage du tout d'ailleurs, il y a encore des solutions alternatives à mettre en œuvre et je parle du stage parce que c'est le vrai premier moment institutionnel un peu de rencontre entre les jeunes et l'entreprise. Voilà, je pense qu'il faut les faire rentrer dans des démarches actives
à leur portée, toujours qualitatives, qui vont leur donner envie d'aller puiser dans ces très nombreuses ressources qu'on a citées. Enfin, ça donne vraiment envie d'y aller, même quand on est adulte. Hein. Enfin, tout ce qu'on a cité là depuis tout à l'heure, je me dis mais c'est génial. C'est juste que voilà, il y a sûrement il faut travailler sur la capacité de transformation et d'utilisation de ces très nombreux outils et de la mobilisation des acteurs pour créer encore plus de valeur ajoutée sans créer de énièmes dispositifs, à mon avis. Et Catherine, qu'est-ce que vous en pensez, vous? On a parlé de ruralité, par exemple. Je sais que c'est un des programmes. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Adeline, et je dirais que dans la mesure où on doit préparer les jeunes à un parcours d'avenir qui va être parsemé de choses inattendues et de changements, il faut aussi que nous, on soit capable de leur proposer des moyens de se rendre compte de ce que peut être leur avenir via des formats très différents. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait cette palette encore un peu plus large de comment tu peux t'informer, comment tu peux te rendre compte, quelle expérience tu peux vivre pour savoir ce qui va te plaire et vers quoi tu peux t'orienter. Donc ça, je rejoins complètement cette idée-là. Moi, je pense aussi que on doit encore plus aider nos amis, les enseignants, à être en capacité d'aider leurs élèves et de ne pas les freiner tout en étant très réalistes. Et là, c'est le fait d'intervenir en établissement un peu défavorisé ou isolé qui me le fait dire. Parce que parfois, l'équipe éducative est tellement orientée vers il faut qu'on trouve une solution pour ces jeunes, et ça, vraiment, je crois qu'on ne peut pas leur enlever ça. Ils font leur maximum pour ça. Mais parfois, y a des espèces de voies un peu malheureusement pas complètement royales qui existent, mais vers lesquelles, par facilité, mais en tout cas avec beaucoup de bonnes intentions, on va laisser partir les jeunes ou on va les orienter là. Et je crois que ce qu'on a toutes dit depuis le départ, c'est qu'il faut leur donner confiance, il faut les inciter à réfléchir, il faut leur faire vivre une expérience qui va leur donner envie de continuer et il faut leur donner de l'ambition. Et ambition au sens noble du terme, c'est-à-dire comment j'essaye de me dépasser en pensant que j'en ai les moyens. Donc ça, je pense qu'on peut aider les équipes éducatives à travailler encore plus là-dessus, sur ces compétences transverses qui sont, alors on les appelle les compétences de l'orientation, les compétences du 21e siècle, tout ce qu'on veut, mais je pense qu'on a tous collectivement quelque chose à faire là-dessus et notre alliance éducative qui peut être ONICEP, associations, enseignants et parents, je pense qu'on peut avoir des outils là-dessus et peut-être que l'ONICEP peut même nous aider encore à développer des nouveaux outils pour que les profs soient plus à l'aise dans cette démarche qui quand même au départ n'est pas leur spécialité, donc on comprend que ce ne soit pas si facile que ça. Alors Mathilde, vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Oui, je vais prendre la parole du coup pour Soi des mots pour l'article 1. Je vais prolonger le propos de Catherine sur les enseignants. Nous, on a identifié une nouvelle frontière aussi sur l'accompagnement des enseignants en voie professionnelle. On a un gros moment Parcoursup en ce moment qui capte l'attention de tout le monde, mais il y a un tiers des lycéens qui sont en lycée pro. On en a parlé un peu au début de ce webinaire. Et on pense qu'il y a un besoin d'avoir une orientation aussi qualitative et peut-être plus progressive, avec plus de micro-choix et pas juste une aide à la décision, et plus d'accompagnement sur comment je vais en entreprise, comment je me renseigne sur une filière, un métier, etc. Et donc, on est en train de mener un travail auquel contribue la Fondation pour créer un Inspire Bac Pro, justement, et du coup, qui s'appuierait beaucoup sur les équipes éducatives. Et puis, l'autre défi, j'ai pas la solution dès à présent, mais je pense que c'est un défi qu'on a tous en commun, c'est la lutte contre les stéréotypes. À chacune de nos associations et l'ONICEP, on se fait tous face à ça, qui est, on aura beau proposer autant de contenu, de témoignages possibles, tant que les stéréotypes existent dans la société, il y aura toujours une lutte assez active à mener contre, et voilà, il n'y aura jamais un discours trop massif et d'influence sur ce sujet-là pour l'orientation.
Alors, je pense que Frédéric, vous avez énormément de choses à dire, et puis en plus, je pense que vous avez entendu tout le monde, et sur cette complémentarité entre le NICEP et les associations, il y a beaucoup de choses à dire. En conclusion, qu'est-ce que vous dites? Vous avez le dur rôle de la conclusion. C'est à la fois la synthèse et la réponse. C'est sympa, merci. Je pense que on est dans une société dans laquelle on est tous absolument persuadés du fait que l'avenir sera fait de beaucoup de rebondissements et avec beaucoup d'incertitudes. Et la question, c'est comment est-ce qu'on prend ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on subit ou est-ce que on est prêt à faire avec, à jouer avec et à le vivre du mieux possible. Alors, on n'a pas sorti ce poncif-là encore aujourd'hui, donc je vais le faire pour tout le monde, sur le fait que c'est très compliqué en fait de se préparer à exercer des métiers qui n'existent pas. Et donc, effectivement, la différence entre les jeunes générations et celles qui sont plus avancées en âge, c'est que nous, on est rentré dans la vie professionnelle en étant conscient du fait qu'il n'y avait plus de carrière à vie. Ça, c'était la différence avec la génération d'avant. Mais en revanche, en réfléchissant pas du tout au fait qu'on allait s'engager dans des métiers qui étaient susceptibles de disparaître, ou en tout cas de l'emploi qui était susceptible de disparaître. Et donc, je suis complètement d'accord avec ce que dit Catherine, c'est-à-dire qu'il faut aider les jeunes à comprendre qu'il va y avoir de l'inattendu, qu'il va y avoir du changement, et que c'est pas forcément une mauvaise chose. Simplement, il faut s'y préparer, et on n'est pas tous préparés de façon égale à faire face au changement et à le prendre bien et à le repérer d'ailleurs en avance. Donc c'est ça aussi qu'on appelle les compétences à s'orienter. Hein. Alors, à l'ONICEP, on appelle ça le savoir devenir, parce que ça fait très longtemps que les spécialistes de gestion des ressources humaines ont ajouté le savoir devenir aux 3 autres composantes d'une compétence, qui sont les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être. Si on est compétent aujourd'hui et qu'on ne sait pas devenir, c'est-à-dire qu'on ne sait pas anticiper, qu'on ne sait pas se préparer, qu'on ne sait pas repérer, qu'on ne sait pas évoluer, on risque d'être un peu surpris par les changements en question. Et donc, comment on peut faire pour mieux travailler ensemble? Déjà, il faut se parler, donc c'est déjà un bon début aujourd'hui. Ensuite, on a actuellement à l'ONICEP un programme qui s'appelle Programme Avenir, qui vise à simplifier un petit peu les choses, à la fois pour les élèves et pour les équipes éducatives, avec un fléchage, on va dire, plus simple de l'ensemble des outils mis à disposition, de façon à ce qu'on n'ait pas à aller les chercher sur plusieurs sites et qu'ils soient plus faciles à trouver et qu'ils soient plus faciles à utiliser, avec plus de liens avec des personnes humaines. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important. C'est ce que fait article 1 aussi, c'est que avoir une plateforme, c'est bien, mais si on ne sait pas comment les personnes utilisent la plateforme et s'ils n'ont pas la possibilité de discuter avec des vraies personnes autour de ce qu'ils font sur la plateforme, c'est un peu plus compliqué. Et donc, la plateforme à venir qu'on est en train de mettre au point, c'est une plateforme qui permettra ce lien à la fois avec pour les élèves avec les enseignants, avec les psychologues de l'éducation nationale, mais pour les élèves et les enseignants avec les experts de mon orientation en ligne pour les accompagner, et puis aussi avec les associations et avec les offres que proposent de façon complémentaire les associations, notamment pour ceux qui sont le plus éloignés de la possibilité de comprendre quels sont les différents métiers, d'aller rencontrer, d'aller trouver tout simplement un stage de 3e. Et donc, l'idée qu'on a, c'est de proposer aux associations d'être présentes sur le site pour être en visibilité et pour pouvoir être en lien avec les élèves qui en ont le plus besoin. Alors ça veut dire qu'il va falloir qu'on discute beaucoup dans les temps qui viennent pour regarder comment, parce que il ne faudrait pas que vous soyez non plus victime de votre succès et que vous ayez des centaines de milliers d'élèves qui essaient de se connecter avec vous et vous demander de l'aide, parce que tout le monde ne peut pas bénéficier d'énergie jeune, par exemple. Il n'y a pas suffisamment de ressources. Mais l'idée, c'est qu'on peut faire beaucoup mieux en termes de service public et en termes d'interaction entre le service public et les associations pour que un jeune
quand il se rend compte qu'à un moment il va falloir qu'il fasse des premiers choix, et c'est souvent avec sa famille, ils se sentent sécurisés et qu'ils comprennent que on va l'accompagner, qu'on va l'aider, qu'il y a des choses à apprendre et qu'il va pouvoir y aller tranquillement, et qu'il n'y a pas un choix effectivement une fois pour toutes, mais qu'il y a toute une série de choix, et qu'on peut faire des choses très très différentes avec un même premier choix, avec un même deuxième choix, avec un même troisième choix, et que tout ça, ça dépend aussi de ce qu'on a à l'intérieur de la tête. Et effectivement, pour ça, il y a toute une série de développements à faire pour que les jeunes aient confiance dans le fait qu'ils pourront tirer le meilleur parti possible des choix qu'ils auront faits. Donc, je crois qu'on a un bon moment pour travailler ensemble et pour pouvoir faire en sorte que chaque jeune, quel que soit son lieu d'habitation, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle d'origine, et quel que soit son genre, puisse être accompagné, ne pas se sentir seul, et être heureux dans ses projections vers l'avenir et dans leur réalisation. Je crois que c'est le mot de la fin. Je vous remercie toutes pour vos interventions, et je vous dis à bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres webinaires. C'est vraiment passionnant de voir justement le public et l'associatif œuvrer main dans la main et en complémentarité au service des jeunes, et particulièrement dans le cadre de la Fondation Alpha Omega, des jeunes issus de milieux modestes. Je vous remercie. Très bonne soirée. Au revoir, mesdames. Merci. À très bientôt. Merci à toutes. Au revoir. Merci. Au revoir.